Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le Fonio, une céréale d'Afrique célébrée ce 27 juillet. Quel est l'état des lieux de sa production au Togo? La réponse dans ce journal. Les femmes nommées à des postes de responsabilité clés de l'administration s'illustrent bien dans leurs tâches. Le quotidien de Dame Abiré Awate au CHU Sylvanus Olympio à découvrir aujourd'hui. Des journalistes sont en atelier depuis hier à Tchamba. Ils sont formés sur la restauration des paysages forestiers. Et puis sport volleyball, le Togo en quête d'une qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. 4 jeunes sont à Cotonou pour les éliminatoires. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef de l'État Faure Sozimna Zimbe a échangé hier avec le général Michael Langley, commandant de Africom. Le renforcement de la coopération, notamment dans le secteur maritime et sécuritaire, était au centre des discussions. Au sortir de l'audience, Michael Langley s'est confié à la presse. Today I had the honor of speaking to the president. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir une discussion avec le président de Togo. Aujourd'hui, nous avons discuté des valeurs partagées que nous avons, les valeurs de stabilité, les valeurs de sécurité, les valeurs de prospérité. Et nous avons également discuté de comment nous pouvons renforcer notre collaboration dans le cadre des partenariats que nous avons déjà avec le Togo et d'autres programmes de partenariat que nous avons. Nous avons également discuté du secteur maritime, ce que le travail excellent que le Togo fait au niveau de sa côte et comment nous pouvons appuyer le Togo à étendre sa capacité au niveau de sa côte maritime. Nous avons également discuté des questions de sécurité, la pression qui est exercée sur la frontière nord du Togo avec les menaces de l'extrémisme violent. Nous avons discuté des approches régionales pour pouvoir renforcer et consolider la situation dans la sous-région. Nous avons discuté et échangé les expériences et les pratiques pour pouvoir aider à renforcer la relation entre nos deux pays. As we expand our partnerships and deepen our relations. La suite de ce journal avec un retour sur les réalisations au Togo, routes, écoles, ports et aéroports. Voilà autant d'infrastructures construites au Togo ces dernières années. Ces ouvrages qui ont nécessité beaucoup d'investissements ont facilité la vie des citoyens. Nabara Nafara Noudar. Les routes reliant la capitale togolaise, Lomé à Aného, Vaughan et Kpalimé, ainsi que la nationale numéro 1 ont été entièrement rénovées. Les travaux de la voie Lomé-Kpalimé ont coûté 214 milliards de francs CFA. Entre 2016 et 2018, près de 503 km de routes précédemment bitumées ont été réhabilités et 193 km de routes aménagées. Aussi, le port de Lomé devient un hub logistique en Afrique de l'Ouest, ce qui fait du Togo un centre d'affaires. De 2020 à ce jour, le trafic global du port est passé de 22 millions de tonnes à près de 30 millions de tonnes. En termes de chiffre d'affaires, le port est passé de 29 milliards de francs CFA en 2018 à 39 milliards de francs CFA en 2022. En matière de navigation aérienne, le pays est en modernisation. Une nouvelle aérogare a été inaugurée et l'aéroport de Lomé répond aux normes mondiales en matière de système de sécurité. Cette évolution suscite de l'admiration, comme le témoigne la reconnaissance qui a été faite au Togo lors du forum d'Africa 50. Convaincu par les projets et programmes déjà exécutés sur le territoire, Africa 50 s'engage à combler le déficit de financement des infrastructures aux côtés du pays. L'objectif est de contribuer à la concrétisation de la vision de développement portée par le chef de l'État, telle qu'inscrite dans la feuille de route gouvernementale 2025.
Merci Nabala Nafaranoudar. À ces réalisations s'ajoute la modernisation de l'agriculture au Togo. Le pays se positionne comme l'un des pays les plus réformateurs dans le secteur agricole. Cela grâce à des initiatives innovantes mises en œuvre et qui favorisent l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles. En témoigne la subvention régulière des engrais, les projets de soutien aux filières ainsi que les appuis financiers signifiants accordés aux producteurs. Tout de même, on pense donc encore à de nouvelles mesures pour plus de résultats. Parlant de l'agriculture, la journée internationale du fonio existe depuis 2010 et est célébrée ce 27 juillet. Le fonio, cette céréale la plus ancienne devant le riz et le maïs, est cultivée principalement au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Togo. La Guinée est le principal pays producteur. L'état des lieux de sa production et sa transformation au Togo dans ce dossier de Odette Pira. Cette céréale est cultivée dans le Wawa, à Mou, Kéran et dans Doufelgou. Thierry Badabake, consultant agronome, filière fonio dans la Kara et les plateaux, explique. La production est tellement faible. On est à moins de 1000 tonnes de production de fonio paddy par an au Togo. Et le rendement au nord sont plus faibles qu'au sud. On tourne en moyenne à 400 à 600 kilos à l'hectare. Au sud, le rendement est un peu plus élevé quand même, dû à la richesse de leur terre. Dans cette chaîne de production, il y a peu de transformateurs selon Badabaki. Il n'y a pas trop de personnes qui s'intéressent à la transformation du fonio. Dans la région de la Kara, on a dans Doufelgou 2 grands transformateurs. Il s'agit de Body Foods qui est installé à Yaka, Kéziré Yoro. Il y a la CSSD, Coopérative sociale et solidaire de Doufelgou, qui est installée à Koka. Il y a Akanto, qui est à Kanté, c'est la ferme AC. Body Food et CSSD, c'était les premiers à avoir les machines au Togo. Les premières machines sont venues du Mali. Mais à Kanto, lui, c'est à Bokombe, au Bénin, qu'il va pour décortiquer son fonio. Au sud ici, on a 3, mais la troisième n'est pas trop dans le domaine comme ça. Il y a Madame Essiomle qui a Yatro, elle a installé sa décortiqueuse. Il y a Inades Formation qui est installé pour Yate Media et il y a Madame Issy qui est à Bado. C'est les grands transformateurs. Après décortiquage, on peut avoir le fonio décortiqué blanchi, déjà lavé sans sable. Il y a le fonio précuit. Pour l'heure, l'exportation est interdite, ceci pour assurer la sécurité alimentaire. Un plan d'action est en préparation pour stimuler la production du fonio. Il s'agit de produire 10 000 tonnes à l'horizon 2028. La campagne agricole 2022-2023 envisage sur le plan national 4 473 tonnes selon la direction des statistiques agricoles, de l'information et de la documentation. Pour un bon rendement agricole, il faut certainement une bonne pluviométrie. La direction de la météorologie cherche à mettre à la disposition des Togolais des informations précises concernant la pluie et les autres activités liées aux précipitations. Un atelier de 2 jours étudie cette faisabilité qui doit couvrir tout le Togo. Paco Johnson pour le compte rendu. Il s'agit pour la météo de mettre des moyens pour mettre désormais les informations plus fiables au service de la population. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier vont échanger sur les enjeux du service météo Togo. Ils vont aussi proposer des pistes pour le rendre plus efficace. Dr Demakou Yendoubé, consultant. La direction générale de la météorologie a été mutée en agence nationale de la météorologie du Togo, à travers un décret qui a été pris en novembre 2022. Et donc l'agence, pour être efficace, pour pouvoir produire des données devant servir les différents utilisateurs, a besoin donc de se doter d'un outil qui devrait guider ces interventions sur l'ensemble du territoire national en termes de vision pour les 10 prochaines années, mais en termes de planification, de plan d'action pour les 5 prochaines années. Dr Issaou Latifou, directeur général de l'Agence nationale de la météo, revient sur les défis de son institution. Les défis, c'est surtout le matériel qu'il va falloir essayer d'avoir pour pouvoir améliorer la fourniture de nos informations, la collecte, le contrôle qualité de nos données, l'élaboration des informations. Et quels sont les différents canaux que nous allons essayer d'utiliser maintenant pour atteindre le dernier kilomètre, c'est-à-dire le dernier paysan qui doit avoir besoin de l'information
pour la prévention en matière des phénomènes météorologiques extrêmes. Il est aussi question pour les organisateurs de moderniser le service de la météo au Togo. Parlons environnement. Une vingtaine de journalistes venus du Bénin et du Togo échangent depuis hier à Tchamba sur la restauration des paysages forestiers. Les organisateurs veulent une communication efficace dans la protection et la préservation de l'environnement. Juliette Kamdé, Solim Lemon. La rencontre a pour objectif d'avoir un cadre entre acteurs de médias et les porteurs du projet Forest for Future mis en œuvre au Bénin et au Togo. Il est question d'accompagner adéquatement ce projet en termes de communication et d'information. Emmanuel Monkounti, coordonnateur projet et communication. L'idée, c'est de renforcer les capacités des confrères de médias sur le sujet de la restauration des paysages forestiers, de sorte à ce qu'ils produisent des messages qui parlent aux gens, des messages qui engagent plus de personnes dans la restauration des paysages forestiers, au vu du contexte actuel du changement climatique. Le choix de Tchamba, d'abord parce que Tchamba, c'est la zone du projet, et c'est là où sont menées les activités du projet. Après la phase en salle, on aura l'occasion d'aller sur le terrain et de voir concrètement ce qui se fait. Et je pense que ça permet une meilleure compréhension de la restauration des paysages forestiers. Le projet Forest for Future est conçu et financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ. Il vise à restaurer les paysages forestiers dégradés et à restaurer la bonne gouvernance dans le secteur forestier. Un dossier sur les femmes à présent, l'un des postes dans le bon fonctionnement d'un établissement hospitalier, c'est l'administration hospitalière. Un poste de responsabilité occupé par Madame Abiré Awate au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Raoul Tetsunyaki l'a rencontré en plein exercice dans son bureau. À peine arrivé dans son bureau très tôt le matin, Abiré Awate a déjà les yeux rivés sur son ordinateur. Robe fleurie, assortie d'une veste noire, elle passe en revue la pile de dossiers de la commande publique sur sa table. Femme battante, travailleuse et infatigable, Abiré, responsable des marchés publics au CHU Sylvanus Olympio, est très rigoureuse dans son service. Elle assigne toujours un cahier de charges journalier à ses collaborateurs pour le bon déroulement du travail. Passant des produits pharmaceutiques, des consommables médicaux, en allant vers les fournitures de bureaux, tout ce qui est besoin, les équipements et tout, le bâtiment, les travaux de génie civil, tous ces dossiers, c'est nous qui les traitons sous, bien sûr, le contrôle du premier responsable du centre, à qui nous rendons régulièrement compte. Je suis une femme, bien sûr, mais j'essaie quand même de m'imposer de par mon travail. Tout ce panoplie d'activités que nous avons nous permettent quand même de nous imposer. En termes de la gestion de mes collaborateurs, j'ai fait des fiches de poste à chaque agent avec des délais bien définis et nous avons obligation de résultat puisque les besoins sont là, il faut les satisfaire. Pour cette responsable, un fonctionnaire doit avoir une certaine qualité afin de réussir la mission ou le travail qui lui est dévolu. Il faut avoir l'amour du travail et se dire que quand on travaille bien, en réalité, le premier bénéficiaire, c'est soi-même. Et l'épanouissement personnel, ça déclenche un certain équilibre mental qui ne dit pas son nom en fait. Pour vraiment donner un bon rendement, il faut se rendre disponible, arriver à temps et puis chercher à épuiser son cahier de charge journalier et surtout envers sa hiérarchie, être loyal. Outre cette responsabilité à la tête de la commande publique du CHU Sylvanus Olympio, Awate Abiré est présente sur les réseaux sociaux. Elle y conseille les jeunes filles et femmes à toujours rechercher l'excellence dans tout ce qu'elles entreprennent. Les jeunes filles ont besoin de conseils pour occuper demain des postes de responsabilité dans l'administration. Dans la série de dossiers sur les conseils donnés dans le magazine Ekin Mag aux jeunes filles pour mettre à profit leurs vacances, Théophile Dandako nous parle des activités de formation. Ces dernières préparent l'enfant à acquérir des connaissances pour diversifier plus tard ses sources de revenus ou pour son développement personnel.
Les activités de formation préparent l'enfant à acquérir des connaissances pour diversifier plus tard ses sources de revenus ou pour son développement personnel. Il y a des compétences en cuisine, en esthétique, en couture, en coiffure, en tricotage, en perlage, en décoration, en informatique, en natation, en premier secours. Bref, ils sont nombreux les domaines où 1 ou 2 mois suffiront pour avoir des bases utiles. Les excursions de vacances qui s'inscrivent dans la droite ligne de voyage sur d'autres cieux pour découvrir de nouveaux horizons peuvent également être utiles. Un parent peut décider d'envoyer son enfant à l'intérieur du pays ou à l'extérieur si possible, en colonie de vacances ou en famille pour lui permettre de faire la rencontre d'autres personnes et ainsi de consolider une certaine relation sociale. Beaucoup de jeunes considèrent les vacances comme un moment d'évasion, de jouissance et de plaisir. C'est aux parents et aux encadreurs de leur rappeler qu'on peut également profiter des vacances pour grandir un peu plus. Et pour les jeunes filles en particulier, il faut que les parents saisissent l'occasion pour être plus proches de leurs enfants, pour avoir plus de temps de conversation, les stimuler et les rassurer. Il ne faut pas les abandonner dans les mains des réseaux sociaux. Les parents doivent aussi faire attention à qui ils confient leurs filles pendant les vacances. Des enfants reviennent parfois des vacances avec des maladies et infections. Les parents doivent faire donc preuve de vigilance et de diligence. L'actualité sur le continent, c'est bien sûr le coup d'État survenu hier au Niger. David Tchakbera, rédacteur en chef, est avec nous au studio. David, bonjour. Bonjour Yasmine. Comment comprendre cette situation qui prévaut au Niger? Alors, il faut tout juste comprendre que cela émane de la faiblesse des décisions que prennent les institutions sous-régionales qui régentent nos pays et de la faiblesse également des textes que nous avons dans nos pays. Parce que si un coup d'État est prescrit comme un crime dans la loi fondamentale de quelque pays que ce soit, en réalité, personne ne peut se permettre d'occasionner ou de perpétrer un coup d'État. La situation au Niger préoccupe à plus d'un titre, en ce sens que le Niger a connu beaucoup de coups d'État jusqu'à ce jour, pratiquement, je crois, 9 au total. Et si il faut qu'aujourd'hui, pendant que les militaires doivent se rendre au front, que ce soit leur président qui le prenne en otage et au finish proclamer le putsch, c'est un peu regrettable pour nos pays africains, alors que même les populations africaines souffrent. Oui, l'ordre constitutionnel a été bouleversé. Malheureusement, certains saluent cette situation. Oui, il y en a qui saluent cette situation, mais je dis que si nous voulons être démocratiques, en réalité, les choix de nos présidents doivent se faire uniquement dans les urnes en fonction des textes auxquels nous-mêmes nous avons souscrit ou que nous-mêmes nous sommes donnés. Parce qu'en réalité, applaudir un coup d'État, pour moi, c'est dire que nous ne voulons pas aller vers l'une des vertus de la démocratie qu'est de faire choisir ou élire nos dirigeants par nous-mêmes. En réalité, si un groupuscule d'individus au sein des forces armées de quelque pays que ce soit se rassemble pour dire oui, le président ne fait pas bien, nous allons le dégager, en réalité, est-ce que le président en question a des conseillers, oui ou non? Si nous prenons pour le cas du Mali, du Niger actuellement, le Niger a pris exemple sur le Mali. Le Niger a pris exemple sur le Burkina Faso, et effectivement, le Niger a pris également exemple sur la Guinée. Quand nous prenons le cas de la Guinée, les uns et les autres ont évoqué juste la question d'un coup d'État entre griffes, soi-disant constitutionnel. Mais je dis, est-ce que les constitutionnalistes nous ont dit qu'il y a un coup d'État constitutionnel? Cela reste un débat sur lequel je ne reviendrai pas, mais les gens ont dit que c'est parce que le président Alpha Condé est allé vers un 3e mandat. Au même moment qu'il préparait ce 3e mandat, c'est l'armée qui l'avait aidé à réprimer des gens. Et aujourd'hui, c'est cette armée qui vient l'évincer pour prendre le pouvoir. Quand nous retournons au Mali, ils ont évoqué la question de mauvaise gestion et la question sécuritaire. Le Burkina Faso a évoqué la question sécuritaire. Alors, s'il y a question sécuritaire, les questions sécuritaires qui préoccupent les militaires à ce point, que les stratèges définissent les meilleures stratégies et que les décideurs qui sont les généraux puissent décider de ce qui doit être fait et aller vers le chef de l'État qui est le chef des armées pour qu'il puisse aller régler ce problème sécuritaire une fois pour de bon. Maintenant, est-ce que enlever le président ou évincer un président, perpétrer un putsch réglera le problème? En réalité, non, parce que quand nous regardons, la situation sécuritaire préoccupe encore au Mali et au Burkina Faso.
Merci. Malheureusement, ces 3 pays se retrouvent en Afrique de l'Ouest. Oui. Vivement que cette hémorragie s'arrête pour que vive la démocratie. Pour que vive la démocratie, quand vous le dites, c'est que le président Faure Gnassingbé a des maux de tête parce que tout simplement, c'est lui qui toujours est appelé au risque pour aider ces gens-là. Et donc, naturellement, qu'il fasse de sorte à ce que notre président aussi se repose un peu et mieux se consacrer à ces missions qui sont les missions togolaises parce qu'il est préoccupé par la paix dans la sous-région et même en Afrique. Le cas du Soudan. Il faut envoyer également les contingents militaires dans ces pays pour gérer les situations, c'est vraiment... Alors que nous-mêmes, nous sommes préoccupés par ce que nous appelons les groupes armés qui viennent semer un peu de désordre, un peu de bordel chez nous, quoi. Merci beaucoup. Merci Passons à présent au sport volleyball. Le Togo veut aller aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Les joueurs sont à Cotonou au Bénin pour tenter d'arracher leur qualification. Charlotte Ahar. Le Togo participe à ces éliminatoires avec 2 paires, Ayeva Falak et Kalgora Teboya Victorine chez les dames, puis Apezoumon Florent et Samani Kwamevi Achille chez les hommes. 8 pays participent à ces éliminatoires. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria, du Niger, du Nigeria et du Togo. Autre actualité sportive nationale, la JST, l'Association des journalistes sportifs du Togo, célèbre la femme africaine. C'est à travers un colloque prévu lundi prochain. En attendant cette date, l'association a rencontré la presse mercredi à Lomé pour présenter les objectifs et le contenu de cette célébration. C'est l'une des activités des 50 ans de vie de la JST, dont le président est Sylvestre Gounoubou. À la JST, nous avons choisi de célébrer la femme. Et ce colloque, donc, pour nous, c'est une manière d'inviter nos jeunes sœurs, les étudiants, les collégiennes, susciter une certaine vocation à leur niveau pour qu'ils adhèrent à ce que nous faisons dans ces 50 ans, parce que c'est l'année jubilaire de la JST. Donc c'est une occasion pour nous de permettre vraiment à nos sœurs là de savoir que le journalisme sportif s'adresse aussi à la gente féminine, s'adresse aux femmes. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous de permettre à cette dernière de savoir qu'on peut être journaliste sportif, femme, et donner quelque chose à son pays, à sa nation. La femme africaine sera célébrée à travers ce qu'elle fait dans les médias. Tony Sylvestre est le président du comité d'organisation. Nous avons prévu un gala de beach volley qui doit se tenir à Neho. Il y aura aussi une course cycliste à Tapamé. Nous avons la nuit des arts martiaux et puis l'apothéose, ce sera la nuit du mérite sportif à la fin de l'année. Voilà grosso modo les activités qui me reviennent. Il y en a aussi d'autres. Il y a encore un symposium qui est prévu aussi. Je ne sais pas à quel moment on le fera, mais voilà les défis qui nous attendent. C'est la fin de ce journal dont voici les principales informations en rappel. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale du fonio, une céréale d'Afrique. De l'atelier de Tchamba pour les journalistes sur la restauration des paysages forestiers et de la situation au Niger, avec une analyse du rédacteur en chef David Tchakbera. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg